bande originale, nous sommes au studio 106 en public avec Leïla Kaddour-Boudadi, Noémie Delattre, Albert Algou, Daniel Morin, Richard Ornac au clavier. Nous aurons tout à l'heure Chris Esquer et il y aura bien sûr la bande originale de notre invité, le Wiki Morin de notre invité, les 4 vérités de Morin à notre invité. Vincent Delerme sera en live dans ce studio, vous pouvez déjà l'applaudir pour présenter son album Les Amours Parallèles. Et notre invité, monsieur Roberto Alagna. Roberto, 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 Magie, c'est... Ah, la belle musique. Ça c'est Dodge Gramophone. Voilà. Roberto, tu viens de prendre une petite pastille pour la gorge, c'est ça? Non, parce que je pour la boire un laine. café, et puis le goût du café, je l'aime bien, mais pas longtemps. Mais pas longtemps. C'est pour la laine. En fait, c'est une pastille digestive et il veut... c'est pour son transit. C'est une bonne question. C'est une petite Faut que je fasse drogue. attention à tout ce que je fais. Si on va partir à Je me suis dit, observé. ce qu'il va chanter tout de suite. Ouais. Non, voilà. Non, je vais vous Voilà. faire un coup de claquette. Il faut... Ah bah, pour chauffer. oui, c'est radiophonique. La voix, il faut la chauffer. La voix est un muscle qu'il faut respecter. Roberto Alagna publie son nouvel album Ma vie est un opéra. Ça tombe bien dans une émission qui s'appelle La Bande Originale parce que c'est la bande originale de votre vie. Exactement, bravo. À travers tous les opéras. Oui, ça illustre tous les moments, les grands moments, les moments intenses, les moments forts, les moments tragiques, les ouais, c'est ça. moments... voilà, tout. Tout. Les rencontres, les coups de chance, les coups de blues, les trahisons, enfin tout, c'est un opéra. Alors comment justement choisir 16 moments de sa vie et 16 morceaux d'opéra quand votre vie entière est dédiée à l'opéra et que j'imagine qu'il a fallu faire des choix. Oui, c'est un concentré, puisqu'en réalité, ça fait plus de 20 ans ou 25 ans que je fais des disques, donc j'en ai fait plein. En réalité, tout ça, ça retrace toujours ma vie, puisque c'est toujours comme une photo, c'est un moment, un enregistrement, un moment de sa vie. Mais ici, c'est vrai que ça a été difficile pour moi de le faire. D'abord parce que je n'avais pas fait de disque studio d'opéra depuis 10 ans. Donc c'était pas évident, j'avais un peu la pétoche. Et puis Pardon, il y avait une raison? C'est parce que l'occasion n'avait pas été présente? Non, ou parce qu'il est plus intéressant de faire en public? C'est parce que j'avais enregistré énormément de disques avant, plein de disques d'opéra, et un jour j'ai eu besoin d'une bonne respiration, d'air frais, et je me suis lancé dans le Mariano, Sicilien, Passion. Enfin, j'ai fait ces disques crossover, même si j'aime pas trop le mot. Et en tout cas, pour sortir d'un genre donné. Voilà, pour s'ouvrir à toutes les musiques. Voilà, et ça c'était en studio, et puis je faisais de l'opéra en direct, en live, c'est-à-dire des DVD, des retransmissions, ça. Mais je n'avais pas fait de disque duo en studio, de solo depuis longtemps, quoi. Et là, j'ai voulu un peu renouer. En fait, c'est pas que j'ai voulu renouer ou faire un bilan, c'est une sorte de chapitre que je ferme pour en ouvrir un autre. Voilà, c'est une page que je tourne. Je suis le Roberto Nouveau est arrivé. Le Roberto Nouveau est arrivé. Très bien. Voilà. Il a le goût de cassis ou de banane? Il faut y goûter. Faut y goûter. Tu l'achètes. Voilà, Daniel. Voilà, on va écouter tout de suite. C'est la tarentelle napolitaine, c'est ça? De Rossini, oui. Alors, elle correspond à quel moment de votre vie? C'est la rencontre avec Pavarotti. C'est le premier morceau que je lui ai chanté et où j'avais cru être viré du concours. Parce que c'était une sorte de concours et moi je ne savais pas, je crois que c'était une audition. Il faisait la Starac, Pavarotti? Non, mais il y a des concours. Vous savez que pour les chanteurs d'opéra, il y a des concours. C'est comme à l'administration. D'accord. Il faut passer des concours. Il faut passer des grades. Voilà, des grades, et puis il faut être accepté. Et puis ensuite, ces concours durent 1 an, 2 ans, et puis on est reconnu, et puis on nous propose des contrats. Il y a des directeurs de théâtre qui sont là dans le jury, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, pardon, une fois qu'on est préempté, qu'on est choisi, qu'on est l'heureux élu, ça change la carrière, la vie, les contrats, En réalité, ça peut aider, voilà, ça donne un coup de pouce. Moi, la différence, c'est que le concours a duré... Vous le saviez, Léla, vous le saviez? Non, je le découvre. Oui, il y a le concours Domingo, il y a le concours Pavarotti, enfin, il y a des tas de concours. Qui durent très longtemps, d'ailleurs. Oui, celui de Pavarotti, 1 an et demi, presque 2 ans. Un concours pendant 1 an et demi, ça doit rendre fou, ça. Mais oui, parce que l'opéra, ça se fait pas en une nuit. Vous comprenez? Il faut travailler au moins de 10 ans avant de maîtriser 3 notes. Mais c'est quoi l'état de pression dans lequel on peut être? Il y a beaucoup de pression parce qu'il y a des gens, des concurrents du monde entier, donc on entend toutes les voix et il faut se confronter à tout le monde. Donc c'est pas évident. Et là, c'était les éliminatoires lorsque j'ai chanté ce morceau-là à Pavarotti, et tout le monde chantait 2 morceaux. Et moi, au bout de quelques mesures,
peu près comme là, ce qu'on vient d'entendre. Il m'a dit merci, au revoir. J'ai cru que j'étais viré. Wow, je suis parti au bar, comme dit Dean Martin, avec un whisky pour noyer mon chagrin. Vous aviez quel âge à ce Moi, moment-là? j'avais 22 ans. 22 ans. Ouais, j'étais un gamin. Et donc, j'étais là en train de noyer mon chagrin dans un verre de whisky à 22 ans, c'est dégueulasse. et puis, une dame arrive, elle me dit bravo. Hein. Je dis, en plus, elle se fout de ma gueule. Je dis, bravo, vous avez vu, tout le monde a chanté 2 morceaux. Moi, j'ai été viré tout de suite. Il me dit, non, Luciano connaît très bien les voix de ténor, vous êtes qualifié. Et je dis, mais vous êtes qui, madame? Je suis madame Pavarotti, c'était sa femme. Voilà. Donc, C'est chic. Non, il fallait coucher avec madame Pavarotti pour C'est malin. En fait, elle était furieuse parce qu'il venait de boire le dernier verre de whisky, c'est pour ça. Il y avait Cécilia Bartoli juste avant vous. Elle est passée juste avant moi, oui. Elle a chanté 2 morceaux et puis elle n'a pas été retenue. Donc c'était assez incroyable. Et voilà. Et ensuite, elle a fait une grande carrière. La bouteille, alors. Oui, je ne sais pas ce qu'elle a bu, mais en tout cas, ça lui a donné la pêche jusqu'à aujourd'hui. Ma vie est un opéra. L'album sort, en fait, nous, on l'a avant, mais il ne sortira que la semaine prochaine, le 17. Vous retracez donc à travers les plus beaux airs d'opéra, ceux que vous avez choisis, les grands moments de votre vie personnelle comme professionnelle. Ça a été enregistré à Londres. Il y a des duos, notamment avec votre compagne Alexandra Kurzak. Il y a des extraits donc de Manon Lescaut, de Pagliatti, de Madame Butterfly, d'Orphée. Et alors, dites-moi quel morceau ne figure pas et vous auriez aimé, qui ne rentre pas dans ce CD? Oh là là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous avez écarté comme j'aurais bien voulu mettre Marius dedans, parce que Marius c'est un personnage. J'aurais bien voulu mettre Marius dedans. Une phrase que nous avons. Tu me rappelles une soirée. C'est un hommage à Pavarotti, ça c'est un clin d'œil. Mais pourquoi Marius? Parce que justement c'est le moment où Pavarotti est décédé. Je jouais Marius à Marseille. Et au moment où je disais papa, tu sais, je t'aime bien en chantant, je pensais à lui. Il venait juste de décéder, et donc j'aurais bien voulu l'inclure dans ce disque, mais bon, il n'y avait plus de place. Il y avait un vrai lien affectif. On a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir, de la tendresse ou de l'affection entre des grandes voix, des grands ténors comme ça, en se disant. Tu veux dire c'est comme à la radio ou à la télé? On se dit qu'il peut y avoir une espèce de concurrence et je suis le taulier Pavarotti, je suis le taulier, Roberto t'es le minot, t'es gentil et je te dominerai tout le temps. C'est pas ça du tout, parce que en fait le ténor est une voix particulière. C'est une voix qui n'existe pas vraiment dans la nature. C'est une sorte de mutation. Et donc ça, entre ténors, on le sait. C'est-à-dire que seulement un ténor peut comprendre un autre ténor. Et donc quand on se rencontre, on est une sorte de secte. Et il y a une sorte de passage de flambeau. C'est comme si on avait chacun, une pierre et on monte notre cathédrale ensemble. Il y a un côté sacré. Oui. Voilà, il y a un côté sacré. On se passe le flambeau. Donc il y a ça. Il y a un respect et une admiration réciproque à chaque fois. Et donc c'est une continuité. Et comme tous les grands ténors dans le monde, vous avez un agenda booké sur combien de temps là? Ça commence à me faire peur maintenant. Avant je riais. Maintenant on est en train de travailler sur 2020. Et je me dis j'ai 51 ans, 2020. Waouh. Alors je dis à ma sœur. Roberto, tu prends un café? Attends, alors à 2022, je peux à 9h15, mais il faut que je parte à 9h18. C'est vrai que maintenant c'est dur, parce que je me dis, est-ce qu'en 2020 je pourrais faire encore ce rôle? Mais si. Voilà. Oui, c'est vrai. Merci, parce que c'est évident. Ça se voit que vous faites gaffe, vous entretenez, vous savez que votre outil c'est votre corps, c'est votre voix, et j'imagine que vous entretenez ça. Vous faites gaffe à tout. Mais vous savez, tous les coups durs, le stress, ça s'appelle la vie. Voilà. Ouais. Mais ça retombe sur les cordes vocales. Ça retombe sur les cordes vocales. Tout tombe sur les cordes vocales, donc il faut essayer de rester serein, positif, d'avoir une sorte de méditation chaque soir. J'adore le planning de 2015. Nous, on sait même pas si on est viré ou pas en 2015. Lui, il sait par exemple qu'en janvier, il est à Bilbao pour Werther, en février à New York pour Carmen, mars-avril à l'Opéra de Paris pour le CID, mais j'imagine que c'est déjà complet, que c'est déjà vendu. Le CID, c'est complet. Voilà. C'est quand même incroyable parce que c'est une œuvre qui se vend pas d'habitude. Et là, c'est complet. C'est comme ça? C'est mars-avril. C'est dû à quoi le fait que ça soit complet? La popularité, vous savez, vous connaissez bien. Votre nom, vous pensez que c'est sur votre nom? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça remplit. Non, il faut avouer. Oui, mais c'est pas à moi de le dire. Dites-le. Il est vendeur. C'est quand même fou tous ces gens qui payent leur place alors qu'ils seront peut-être morts au moment où ça va se passer. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça c'est vrai parce que Bayreuth par exemple, il faut réserver 10 ans à l'avance. C'est quand même incroyable, de ça payer. Ça libère des places, donc. Bien sûr. Est-ce que la veille il y a un truc genre ticket réduit? Il y a toujours sur last minute. Tu peux acheter des places en viager. C'est comme à l'hospice, il y a des listes d'attente. J'ai pas fini l'année 2015. En mai,
juin, il sera à l'Opéra Bastille pour le Roi Artus. Vous allez faire jusque 2020, non? Non, je vais faire 2015. Ah, d'accord, ça va. Août, les Corégies d'Orange avec le Trouvert. Ouais. Octobre, à Berlin avec l'Africaine. En novembre, à l'Opéra Bastille avec l'Élixir. Et en décembre, à Vienne avec Tosca. Ah, L'année 2015. Le Trouvert, c'est mieux de le dire en italien, parce que le Trouvert, ça fait un peu dégueulasse. Je l'ai dit en un mot, moi. Oui, non, le Trovatore, c'est mieux. Trovatore. Le Trouvert, ça fait un trou pas mûr, je sais pas. Ou un trou pourri. Ou pas propre, voilà, c'est ça. Très bien. Notre invité est Roberto Alagna, messieurs, dames. Bande originale. Nagui sur France Inter. Vous avez l'air d'aimer l'opéra. Noémie, est-ce qu'il y a un air d'opéra qui vous parle ou qui vous touche plus qu'un autre? Sans vouloir vous vexer, j'aime beaucoup la musique classique, mais moins l'opéra. Et si je dois aimer l'opéra, c'est plus les chœurs ou les voix de femmes. Et si je dois vraiment choisir un air d'homme, c'est pas une blague, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est la danza. C'est pas de l'opéra, ça. C'est pas de l'opéra, c'est de la. Disons. Ah bah voilà. Voilà, c'est de la mélodie. Ouais, mais c'est pas grave. Vous verrez. C'est celle-là. Ça viendra. Ouais. Oui, Voilà. et chanté par vous. C'est gentil. Non, vraiment. Non, mais vous savez, il y a un âge pour tout. Et c'est vrai, hein, je dis pas ça. C'est-à-dire quand Pourtant, on est gamin. L'expérience, elle est tapée, hein, vous savez. Quand on est gamin, on aime les chansons d'enfants. Ensuite, adolescent, on aime One Direction, par exemple. Et puis on avance. Et puis Lady Gaga. Et puis après les chansons françaises, la texte, etc. Et un jour, vous allez voir, quand vous serez mûr comme moi, vous aimerez l'opéra parce qu'on y vient obligatoirement. Mais c'est faux. Vous avez tout. La preuve, vous aviez 20 ans devant Pavarotti, donc vous avez toujours aimé l'opéra, quel que soit votre âge. Parce que moi, je suis une exception. Ça ne vous empêche pas d'aimer Johnny Hallyday. Oui, bien sûr. Voilà, il y a des exceptions, c'est-à-dire quand on me dit voilà, il faut attirer les enfants. Non, les enfants, laissez-les. Oui, il y aura toujours. Non, mon père. Laissez venir les enfants. Voilà, il y a un temps pour chaque chose. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont sensibles très vite à la musique classique. Oui. Voilà, comme moi, à 5 ans, j'adorais l'opéra. Mais il y a chaque chose en son temps. Voilà. Albert, y a-t-il un air d'opéra qui vous parle? Il y en a plein, tout ce qu'il a chanté. Mais il y a Don Juan, évidemment. Hein. Ah oui, c'est beau ça. Les pêcheurs de perles, de Tiens, Bizet. avec Leïla, voilà. C'est pour vous ça. Leïla. Quel enchaînement. Alors, messieurs, dames, sachez-le, vous qui êtes présents dans ce studio et vous qui écoutez France Inter, à partir de maintenant, le surnom de Leïla, le sous-titre de Leïla sera pêcheur de perles. Il faut faire attention avec ça, parce que si on se trompe et on dit les lâcheurs de perles, ça change tout de suite. Non. Pas Leïla. C'est une princesse. Non, ça n'existe pas avec moi. Elle est pêcheur de perles. Je suis pêcheur de perles. Quel est l'air d'opéra qui vous touche? Est-ce que d'abord vous avez grandi avec des airs d'opéra ou pas? Pas du tout. Mon opéra à moi, c'est Kultum, et je trouve que ça remplace tous les opéras du monde. Mais si je devais en citer un, ça serait la Tosca. Ah bah bravo, c'est un très bel opéra. Il y a des... De Victorien Sardou au départ. Il y a des best-of comme ça, il y a des opéras qui sont les plus populaires au monde. Sûr. Oui. Carmen, le Tosca, Rigoletto, je sais pas, la Traviata, Don Juan, le Barbier de Séville, enfin il y en a des tonnes. Ça, ce sont les grands succès. Ça, c'est les tubes, les gros tubes. Les incontournables. Voilà, les incontournables. Qu'il faut dans sa carrière avoir chanté ou interprété au moins une fois. C'est pas, ça dépend de l'instrument qu'on a, voilà. Si on a la tessiture et la capacité de le faire. Voilà. Ensuite, il y a tous les ouvrages sont beaux parce que quand on se plonge dedans, on découvre le génie de ces compositeurs. Ce sont des génies, hein. C'est pour composer un opéra, c'est pas rien. Hein. Il vous est déjà arrivé de tomber sur un opéra et de vous dire, oula, celui-là il est plus dur que les autres, qu'il soit connu ou pas connu, en disant je vais devoir dépasser, repousser mes limites. Là, par exemple, je vais faire le Roi Artus, donc où je serai Lancelot à Paris, et c'est une œuvre d'Ernest Chausson. Et quand moi je me suis dit, quand on me l'a proposé, j'ai dit oui d'accord, je vais le faire parce que Chausson, Lancelot, on m'a dit que ça ressemble à du Wagner, etc. Je me dis d'accord. La Bastille, mai juin. Et donc je regarde la partition et c'est une altération toutes les 3 notes, ça veut dire soit un bémol, soit un dièse, enfin ça veut dire que c'est jamais dans la tonalité qu'il faut. Donc c'est super dur à retenir. Et puis au départ je trouve ça ennuyeux. Et puis peu à peu, voilà, je découvre l'œuvre, je la digère, je tombe amoureux de l'œuvre. C'est comme vraiment une rencontre. C'est un jeu de séduction. Ouais. Voilà, c'est un jeu de séduction. C'est une rencontre et puis peu à peu, plus on connaît la personne, donc la partition, et plus on tombe amoureux de cette personne. C'est joli. Mais vous parlez, Noémie, parce que vous parlez de la mémoire. Mais là, Nagui nous dit qu'en gros vous êtes un personnage différent chaque mois. Donc ça, vous avez 10 airs entiers, 10 rôles entiers à retenir. Tout le temps, oui, bien sûr. C'est pas épuisant de changer de rôle comme ça? Si, c'est épuisant. C'est pour ça que je vous dis que à partir de 50, on se dit tiens, est-ce que je vais pouvoir me souvenir de tel rôle dans 5 ans, dans 6 ans? Là, je vais chanter le mois prochain.
Ouais, ça, on peut pas. Le mois prochain, je retourne chanter Roméo et Juliette. C'est une œuvre de jeunesse, donc j'ai chanté ça lorsque j'avais 25 ans. Et de revenir maintenant à mon âge pas chanté depuis. dans Roméo, je l'ai rechanté en 2006 ou 2007, donc, mais ça fait déjà un moment. Donc voilà, c'est bizarre de revenir dans des rôles comme ça qu'on a chanté lorsqu'on était très jeune. Daniel Morin, un air d'opéra qui vous touche. Il chante super bien, Daniel Morin. Tu chantes d'opéra? Bien sûr, je chante tout, Nagui. Non, mais on a parlé tout à l'heure. Ouais, mais je t'emmerde, je chante tout, moi. Ah, ça c'est entendu, le je t'emmerde. Ouais, c'est entendu. Je crois que c'était dans ma tête. Le cœur des enclumes, qui est super. Et aussi le soulier magique de Chantal Goya. C'est quand même quelque chose. Ça, c'était pour Ernest Chausson. Tiens, Daniel Morin, puisque vous avez envie de dire des bêtises, dites les 4 vérités, s'il vous plaît, à Roberto Alagna. Ah, je vais lui dire ces 4 vérités. Mais avant, je tenais à préciser quelque chose. Chers amis du public, chers auditeurs, cher Roberto, attention, aujourd'hui, c'est le 14 novembre. C'est l'anniversaire de Patrick Sébastien, mais on s'en fout, il est pas là. Si, c'est l'anniversaire Patrick Sébastien. Bon anniversaire. C'est l'anniversaire également de Stéphane Bern. Bon anniversaire, Il nous a quittés. Mais c'est aussi l'anniversaire de Nagui. Il fallait pas. Bravo. Mais attendez, on est vraiment à la maison alors. On me donne des cadeaux. Oh, des cadeaux colorés. Oh là là, toutes les couleurs. On aurait dû me prévenir, je te rapporte 72 ans. Non, je te file mon pull, je sais pas. C'est très gênant. Très bien, donc j'ai Riyad Satouf, j'adore. L'arabe du futur, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. J'adore. Tu sais que quand c'est un excellent album. Mais oui, et c'est un chef-d'œuvre. En plus, on m'en a parlé et j'avais envie de. Ah oui, vraiment. Ça me touche. J'ai choisi ce qui m'a fait le plus rire ces derniers temps. C'est vrai. Je vais engueuler mon attaché de presse. Sans titre de Clémentine Pas Mélois. venir. Elle détourne des premières de couverture de grands livres. De grands romans. Voilà, de grands romans. Elle détourne les titres, les couvertures et c'est à mourir de rire. Très bien, merci beaucoup. Et là, je fais des bisous. Non mais c'est tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde, je passerai parmi vous pour récolter de l'argent également. Donc, les 4 vérités. Merci, en tout cas, ça me touche beaucoup de rappeler que je vieillis. Les 4 vérités de Roberto Alagna vues par Daniel Morin. Absolument. Alors, Roberto, en 2007, le petit monde feutré et cosy de l'opéra vous tombe dessus après vous être fourvoyé dans une émission de variété de la pire espèce, Taratata. En même temps, vous l'avez cherché, Roberto. Allez chez Nagui. Nagui. Faut quand même préciser que Rigoletto, il croit que c'est un clown qui travaille avec Zavata. Est-ce que vous regrettez ce passage? Mais c'était, on a fait Taratata. Avec Johnny? C'était avec Johnny, ouais. Mais c'était sympa. Bah oui, c'est sympa, mais c'est lui qui a pas Mais je demande simplement, vous avez été heureux? Oh, j'ai été heureux, ouais. C'était la première fois que je me voyais en pointillé. C'est vrai que l'émission, elle avait un grain. Il y a le tramage de Gérard Puccino fait que j'ai adoré, j'ai l'impression de passer sur Canal. Très bien, Roberto. Pas encodé, sûrement. Roberto, vous avez dit que vous perdiez entre 3 et 4 kilos au cours de chaque spectacle. Vous portez d'ailleurs pour ce faire une ceinture intérieure spéciale qui s'adapte tout au long de la soirée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Roberto? Le père Albert participe régulièrement à des soirées SM chez les Le Pen. Et voudrait savoir si le modèle ceinture existe, mais avec des clous à l'intérieur. Est-ce que ça s'est fait à une époque? Est-ce que c'est vrai surtout? Oui, bien sûr, parce que ça, je crois que ça se passe dans tous les. Je crois pas que tous les interprètes perdent autant de kilos en une soirée. Dans toutes les disciplines sportives, c'est un sport, l'opéra. Quand vous chantez pendant 4 heures, 5 heures, ou sur une scène comme Orange, il y a un effort physique, il y a. Je sais pas, on court, on saute, on chante, on est. Non, mais je me disais perdre. Ouais, peut-être. Mais on récupère aussi un kilo. Vous les reprenez après, ouais. Ouais, un kilo d'eau peut-être en une soirée, mais autant. Ah oui, moi je transpire énormément, c'est mon côté Johnny. Roberto, la question, que pensez-vous des chanteurs de variété comme Florent Pagny qui s'essayent au répertoire lyrique? Vous répondez, le plaisir de la musique, c'est la liberté. Je vous trouve bien tolérant, hein, Roberto. Lâchez-vous. Nagui, il est moins cool que vous sur le sujet. Hein. Nagui, il a dit de Pagny, je l'aime bien, Florent, mais quand il chante de l'opéra, on dirait un socialiste qu'on égorge. J'ai jamais dit ça. C'est dégueulasse. Vous préférez le jambon à l'os ou le jambon au torchon? Moi, j'aime pas le jambon. Ah, très bien. Ok, c'est bien noté. Vous êtes végétarien? Non, pas du tout. Est-ce que vous faites attention, quand on parle d'hygiène de vie, de la qualité de vos cordes vocales et votre physique, et vous faites attention à ce que vous mangez? Moi, du moment que j'ai des pâtes, ça D'accord, voilà. d'accord, Donc, féculents. Voilà, d'accord. Voilà. Les pâtes, ça me va très bien. Je peux en manger tous les jours. Comme les sportifs. Voilà. Pour terminer, vous avez dit, quand vous chantez, vous avez le visage qui s'élargit, ça vous fait presque un double menton.
Maintenant, Voilà. c'est triple. C'est ça. C'est ça, ça explique tout. Ils doivent chanter en permanence la Traviata, les Bogdanov. Ben oui. Vous pensez quoi des Bogdanov, Roberto? C'est plus Wagner ou Verdi? Moi, je les aime bien, les Bogdanov, parce que ça me rappelle ma jeunesse, les Bogdanov. Et quand je vois des animateurs vieillir, ça me rend triste. C'est mon côté nostalgique. Je sais pas pourquoi. Ça me renvoie. C'est pour Nagui. Merci, Roberto. La bande originale. Il est 11h31. Nous allons justement évoquer la bande originale à notre façon de Roberto Alagna, puisque son album s'appelle Ma vie est un opéra et retrace donc ses moments forts de sa vie privée comme professionnelle en 16 grands airs d'opéra. Mais cette bande originale démarre justement évidemment par la naissance magique en 63. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America, for a small fee in America. Ah non, on n'est pas nés la même année, non, excuse-moi, non. Je suis beaucoup plus vieux que toi, tu plaisantes. Ah non. Ah, ce compliment détourné sur Roberto, il est magique. 63, que se passait-il, Leïla? C'est l'inauguration, Matin Perle. C'est l'inauguration de la maison de la radio. C'est l'ouverture du premier hypermarché en France dans l'Essonne. Ah bon? Et c'est aussi, Guillaume Erna en parlait tout à l'heure. voilà. Et c'est aussi malheureusement l'assassinat du président Kennedy à Dallas. 1963, naissance et une enfance en musique. Expliquez-nous un peu la famille dans laquelle vous arrivez. Moi, je suis donc un enfant issu de l'immigration. Donc mes parents arrivent de Sicile. Papa Donc, est maçon, c'est ça? Papa maçon, ma mère elle est couturière. Et puis la plupart des membres de la famille, c'est la même chose. Sauf qu'ils ont tous un lien, c'est qu'ils aiment chanter, ils aiment les instruments, ils aiment la musique. Et donc comme on n'a pas de télévision, on n'a pas de radio, on n'a rien, quand on se retrouve, c'est les guitares, les mandolines et on se met à chanter tout le temps. Et ça devient mon conservatoire. Voilà. Formidable. C'est là que j'apprends tout le répertoire et puis la technique vocale aussi. Et alors pour quelqu'un qui est l'une des plus belles voix au monde, le paradoxe fait que vous naissez avec le cordon ombilical autour du cou, c'est-à-dire comme si... Et dans un garage. Alors j'avais pas l'adresse, mais il a fallu un démon de pneu. Ouais. mais Maman, félicitations à votre père. Ah, ça va plus pouvoir tenir Daniel là déjà. C'est glissant depuis quelques répliques, il va falloir vraiment arrêter. Mais C'est toi qui as compris en Oui, premier. c'est ça, le problème. mais l'idée comme ça d'être étouffé et sauvé entre guillemets, alors que vous allez avoir besoin que de respirer, de vous exprimer toute Ouais, votre vie, c'est vrai. c'est comme un signe. Oui, en fait, mes parents ont pleuré parce que je n'avais pas crié. Et on leur avait dit que c'était très grave de pas pleurer, de pas crier. Et ensuite, je me suis rattrapé. Parce que... Ouais, après, plus tard, sa mère a dit remets-lui le cordon. Là, c'est pas possible. Ah, vas-y. 1975. Meilleur choix musical depuis le début de cette émission. Ah non, De je suis désolé. l'existence dans les BO. 1975, il y a beaucoup mieux à écouter, s'il vous plaît. Alors, Annie Cordy, respect. Ça me donne des idées. Hey. Je fais que des bêtises. Derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis Leïla Kaddour Boudadi. Je vous pardonne. Est-ce que pendant l'interview on peut remettre Queen quand même s'il vous plaît en fond musical? Remettons Queen et Bohemian Je peux dire un Rhapsody. petit truc? Je t'en prie. Parce que c'est quand même assez incroyable. Là. Moi, j'ai chanté avec les deux. Avec Queen et avec... Annie Cordy. Vous avez chanté avec Queen? Oui. Du coup, ça a coupé toute la musique. Ouais. Alors, Donc, il faut juste nous expliquer d'abord. Annie Cordy, c'était pour Annie une Cordy, opérette. c'était... Non, c'était Ça s'appelait Annie à Mercury à Mogador, je l'époque. crois. On avait fait le spectacle Mariano. Et donc, je l'ai invitée parce qu'elle avait chanté avec Mariano. Absolument. Et on a fait un duo ensemble. Et c'était formidable. Et c'est une femme absolument formidable elle est que j'embrasse incroyable, avec extrêmement une fort. énergie, Dingue. une générosité. C'est un amour. Formidable. Et Queen, on était à Dublin, donc j'étais la nouvelle recrue d'EMI. Eux, ils faisaient partie aussi de l'équipe EMI. Et tout le monde avait été invité, donc tous les chanteurs de pop, de rock, tout ce qu'on veut. Et moi, j'étais le seul artiste classique qu'on avait invité. Et j'étais ridicule. Et on m'a dit, tiens, tu peux chanter un truc d'opéra? J'ai dit, bah non, je voudrais pas déranger tout le monde. Donc je dis, si vous voulez, je vous fais un truc à la guitare. Et j'ai fait un truc à la guitare. Et Queen m'a rejoint. Et on a Génial. chanté ensemble dans ce meeting à Dublin. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien de Non, il n'y a pas d'enregistrement, mais par contre, ce qui a été formidable, c'est que ce que j'avais chanté une chanson sicilienne à la guitare, et ensuite c'est devenu le disque avec mes frères de Sérénade. C'est là qu'on m'a proposé ce disque. Ouais. D'accord. Alors que se passait-il en 75, Leïla? C'est la mort de Franco. C'est aussi cette année-là qu'Émile Ajar, alias Romain Gary, reçoit le prix Goncourt pour La vie devant soi. Et c'est la création de l'Agence spatiale européenne.
Et vous êtes, parce que vos parents, donc on a compris, aimaient la musique, ils vous inscrivent au conservatoire parce que personne n'était vraiment... Parce que c'était des sauvages. Lecteur de partitions ouais. et non, autres. Tout le monde chantait, c'était la horde sauvage. Et voilà, et donc on s'est dit, tiens, celui-ci, il a un don, un talent peut-être un peu plus poussé que les autres. On va essayer de le mettre un peu dans le droit chemin et qu'il ait aussi une éducation plus académique de la musique. Voilà. Mais bon, le problème, c'est que j'avais déjà 10 ans et on m'a mis en classe de solfège avec des enfants de 6 ans. Et moi, 10 ans, j'étais un homme. Je suis qu'est-ce que je fais avec les gosses? Qu'est-ce que je fais avec les gamins? Donc je suis resté un an et je suis parti. En 1978... Et quand vous voulez, il y a de la bonne musique, les gars. Ouais. Ah, Richard Lennox, qu'il a pu choper là-dessus, lui. YMCA avec Village People, ça c'était en 78. Que se passait-il à ce moment-là, Léla? 78, c'est l'attentat du château de Versailles. C'est aussi cette année-là qu'a été créé à Beaubourg l'IRCAM, l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique, par le compositeur Pierre Boulez. Et c'est votre première scène, 78. Drôle de scène, j'ai envie de dire. Ça se passe dans une pizzeria? Oui. Oui, c'est vrai, c'était mes débuts. La première fois que vous chantez devant un public? Devant un public qui soit payant. Étranger, voilà. Non pas payant, oui, payant pour eux, pour la pizza. Mais moi, j'avais l'habitude de chanter pour mes potes et pour la famille. Donc là, c'était la première fois où je me retrouvais vraiment devant en des représentation. gens que vous connaissez pas, oui. Voilà, et ça a été assez formidable parce que j'étais tellement timide que c'était quelque chose d'impossible pour moi. Heureusement que j'avais cette guitare qui me protégeait comme une sorte d'armure, je me cachais derrière. Et puis là, j'ai vu l'effet que ça faisait, même sur les gens qui me connaissaient pas. Mais vous chantiez des chansons, vous chantiez le menu? C'est incroyable ce que vous dites, parce que vous savez que le patron de la pizzeria... Napolitaine, une pizza napolitaine. Non mais vous croyez pas si bien dire. En fait, le patron avait des plats et un jour il m'a dit, Roberto, tu peux composer une chanson pour présenter le menu. Et je l'ai fait. J'ai fait une sorte de tarentelle qui composait qui racontait le menu. Et vous chantiez en 8 langues et en phonétique. Oh oui, mais en plus que ça. Oui. Enfin, moi j'en parlais 6 déjà, donc c'était déjà pas mal. Mais à 15 ans, vous parliez 6 langues. Ouais, c'est pour la carte fromage. Un peu de tout, ouais. Enfin, pas 6, j'en parlais pas 6 couramment, mais j'en parlais 5. J'en ai rajouté une ensuite par mon mariage. Mais vous chantiez en yaourt quand même, vous disiez quand vous... Non. Parce que par exemple, si je chantais en arabe, je chantais en hébreu, je chantais... Et en comprenant ce que vous chantiez? Ou en apprenant la phonétique? Vous savez, quand on vient de Clichy-sous-Bois, on comprend l'arabe. Ouais, d'accord. En 1980... Alors tristement, cette chanson, on en a beaucoup parlé cette semaine puisque un membre du groupe Sugar Ray Gang nous a malheureusement quitté. C'était le rappeur Delight en 1980. Que se passait-il dans ces années-là? C'est l'élection de Ronald Reagan, c'est la prise d'otage de l'ambassade iranienne à Londres, et Bob Marley fait un malaise sur scène à Pittsburgh. C'est son dernier concert. Et là, vous preniez des premiers cours d'opéra sauvage, vous dites, dans des cabarets? Oui, des cours sauvages, parce que en fait, je faisais tout le répertoire à cette époque-là sud-américain, et cette communauté d'artistes sud-américains trouvaient que j'avais un défaut dans ma voix. Pour eux, je chantais trop fort. Donc on m'a dit, va voir Raphaël Ruiz, qui était cubain, et donc je suis allé le voir, et lui a été le premier qui m'a dit, voilà, tu es un ténor. Voilà, donc il a ouvert la porte à ce rêve que j'avais moi à l'intérieur de moi et qui était inaccessible. Voilà, c'est lui qui m'a donné le courage d'essayer. Et pendant 5 ans, tous les jours, Othello de Verdi. Oui, tous les jours on chantait. D'abord on commençait par une demi-heure de solfège, ça c'était obligatoire, il fallait lire. Et puis ça m'a servi ensuite. Et puis Othello, enfin en fait tous les rôles les plus lourds, parce que lui était cubain, il était métis, donc il a cette couleur qu'il avait de peau faisait qu'il s'identifiait avec le rôle d'Othello, certainement avec tous les problèmes, le mort de Venise. Voilà, donc c'était son œuvre et il m'avait fait promettre de le chanter à 40 ans. Je l'ai chanté à 50. Pas mal. Pour moi, c'est aussi le moment où vous décidez que votre vie est un opéra, parce que dans la présentation de l'album Ma vie est un opéra, à cette époque-là, vous dites, enfin, il y a écrit s'illustrant notamment en tant que chauffeur-livreur. Oui. C'est-à-dire que même sur les petits boulots, c'est... En fait, je jouais un rôle parce que je faisais du cabaret. Donc j'avais commencé la pizzeria à 14-15 ans et à 17 ans, j'étais professionnel dans les cabarets. Et j'ai commencé les études d'opéra à 17. Donc pendant 3 ans, je faisais les deux. C'est-à-dire je chantais de minuit à 6h du matin, je dormais 3 heures et l'après-midi, l'opéra.
Et un jour, mon prof, Raphaël Ruiz, m'a dit, écoute, tu peux pas continuer comme ça, il faut laisser tomber la cigarette, la nuit, c'est pas bon pour toi. Donc j'ai tout abandonné parce que je croyais en ce qu'il disait. Je l'écoutais, en plus j'aimais bien cet ordre. Et donc j'ai fait des petits boulots pour essayer de subvenir à mes besoins. Et je suis devenu livreur, je faisais des petits trucs d'électricien, alors que j'étais pas du tout électricien. Mais pour moi, c'était pas... Escroc. C'était pas difficile parce que je jouais un rôle. Vous savez, quand j'étais livreur pour des gâteaux portugais, vous imaginez. Donc j'étais là avec mon t-shirt. Et pour moi, j'étais Marlon Brando. J'étais là avec mon sweatshirt en sueur. Je mangeais ma baguette avec mes olives. Je continuais à chanter dans la voiture. Voilà, c'était des moments vraiment, vraiment très beaux pour moi. 1990, ça sera, après tous ces boulots et toutes ces rencontres avec Pavarotti dont on a déjà parlé en début de bande originale, le triomphe. Mais d'abord, il y avait quoi en 90? Dépêche Mode, Enjoy the Silence. Alors parler de silence avec Roberto Alagna, c'est un peu particulier. Que s'est passé-t-il en 90, Leïla? Ce sont les élections libres en Géorgie et la création en France d'un ministère de la ville. Et en 1990, c'est la référence apparemment dans Ma vie est un opéra. Roberto Debreu. C'est ça? Oui. Donc quand je dis ça, c'est pour la période. Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est vrai, c'est 91, 92, ouais, c'est ça. Premier triomphe, c'est en 90, c'est à Traviata le premier triomphe. Le premier triomphe, c'est à Traviata, oui, c'est vrai, c'est là que j'ai été reconnu, parce que j'avais chanté des opéras avant, mais c'était dans des boui-boui, je dirais même plus le nom. Et voilà, j'avais commencé avec La fille du régiment, Don Pasquale, j'avais même fait le dialogue des Carmélites, enfin des tas de rôles comme ça, et c'était une représentation à chaque fois. Et un jour, j'ai commencé avec la Traviata dans un grand festival, le festival de Glyndebourne, et c'est là que ça figure sur ma bio, parce que pour moi, c'est là que ça a commencé vraiment la grande carrière. On se retrouve en 2002. Ce que l'on entendait à la radio en 2002, c'était Indochine, J'ai demandé à la lune. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure. Indochine avec J'ai demandé la lune. En 2002, que se passe-t-il, Leïla? C'est la fin des Minicums, cette série jeunesse qui a été diffusée sur France 3. Je sais que c'était pour toi, ça, Daniel. C'est gentil. C'est le dernier défilé. Déconnez pas, j'y étais dans les Minicums. Mais je sais que tu y étais, mais. Comment ça, tu y étais dans les Minicums? J'étais nag dans les Minicums. Ouais, moi j'ai regardé. J'ai regardé très longtemps. C'était ma fierté. Me retrouver en latex à la télé, j'étais trop content d'être en Minicum. latex à la C'est pas la première fois que vous êtes en latex dans un endroit public. On avait dit qu'on en parlait plus de cette soirée. Pardon. 2002, c'est aussi le dernier défilé d'Yves Saint-Laurent. Et c'est la création de l'UMP. Ah bah là, on rit moins. Ah, elle a gâché l'ambiance. Ça fait me rigoler, ça. En 2002, Roberto Alagna, vous rencontrez Jean-Paul II, vous donnez 2 concerts pour lui à Rome. C'est une émotion particulière, vous êtes croyant, pratiquant? Oui, bien sûr, pas pratiquant, mais c'est vrai que je suis croyant, c'est très important pour moi à la fois. Et lorsque j'ai chanté pour lui, donc c'était dans la cour du Gandolf, donc vraiment en privé, je pensais qu'il prêtait pas attention à ce que je faisais, puisqu'il était vraiment, il était déjà malade et donc il était recourbé comme ça. Et lorsqu'ensuite on m'a dit de l'approcher pour être béni, il a levé le regard comme ça vers moi et c'est comme s'il m'avait fait un scanner. C'était incroyable. Il avait un regard qui. Vous avez senti des ondes dans son regard? Ah oui, mais c'était incroyable. Il a d'une force incroyable. Non, c'était de la conjonctivite. Ça n'a rien à voir. Un peu de respect, Morin, ça fait pas de mal. J'ai même fait plus puisque vous avez chanté un texte. Vous avez chanté un texte qu'il avait signé. J'ai chanté une messe composée par Marco Tutino sur les paroles du pape, donc le chant de paix de Jean-Paul II. Ça, c'est des moments d'émotion qui sont inoubliables. Oui, très fort. Très fort. Noémie? Non, parce que en fait, c'est dit que c'est incorrectement. J'ai rien compris au début de la phrase. Attends, laissez-la. Elle est par terre, on va les trier. J'ai jeté des mots en l'air, vous débrouillez-vous. Tu peux mettre des voyelles dedans. Toi aussi, joue au nouveau jeu Noémie. Reconstitue la phrase. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Un récital intime. Oui. Mais à part les idées bizarres que ça peut faire. Oui, non, avoir ça veut dire Aragon, pour lui, dans sa cour, il n'y a pas de public.
Voilà, c'est pour lui et pour les siens. Mais il y avait des cardinaux quand même. Non, parce qu'on était venu avec un orchestre russe et donc c'était une sorte d'offrande, d'hommage. C'était vraiment que pour lui. Mais j'ai eu des trucs incroyables dans ma vie. Un jour, je vous dis pas la reine, enfin c'est une reine de Scandinavie qui fume énormément. Et je faisais un récital. La reine Ikea. On revient à la pizzeria. D'accord. Et donc je chante un récital et elle vient dans ma loge en fumant et j'ai dit Altesse, je viens juste de chanter. Oui, elle va pour poser la cigarette et elle se trépane à mes pieds. Et toutes les voilà, donc c'est des moments très 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 forts. J'essaie de la soulever mais il y a tout de suite les gardes du corps qui me retiennent. Non, on va le faire. Voilà. Donc c'est des moments très forts. Enfin, vous avez essayé de la soulever, vous étiez tout nu aussi, il fallait comprendre. Moi j'ai vu la vidéo, Roberto. En 2006. En 2006, c'est Zucchero avec Baila Morena. Que se passe-t-il en 2006, Leïla? C'est la création de la Banque Postale et c'est le premier titre de champion d'Europe de hand pour la France. 2006, ça fait partie de ce que vous appelez dans votre bande originale la période trouble. De la race humaine. Je trouve ça fort d'avoir osé raconter sa vie en opéra en n'écartant pas les mauvais moments qui servent toujours d'expérience. 2006, et en plus, honnêtement, j'avais pas l'intention d'en parler parce que j'ai pas remué ces mauvais moments. Ouais. C'est le fameux le scandale de la Scala. Où vous rentrez sur scène, vous chantez Céleste Aïda, le morceau de bravoure du rôle de Radames. Et c'est une épreuve pour vous, tout ce qui se passe là. En fait, il y a un problème de santé déjà au départ, depuis 1 an. J'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de plaquettes, j'ai plus de sucre, j'ai plus rien. Donc il y a quelque chose un dérèglement dans mon organisme. Et on sait pas ce que c'est. Donc je passe des examens, on trouve pas on me dit c'est psychosomatique, etc., etc. Et donc je stresse de plus en plus, etc. Et puis je dois faire un ouvrage où j'invite Jean Reno à faire la mise en scène. Je réunis des amis, Christian Gasque pour les costumes. Et là je m'effondre pendant les répétitions et je me retrouve à l'hôpital. Donc c'est le début de la fin pour moi. Je me dis ça y est, c'est fini. Et la Scala m'appelle pour faire ce rôle. Et je leur explique, voilà, j'ai ce problème de santé. Ils me disent, t'inquiète pas, on va tout faire, on va prendre une doublure, tu seras là. Et puis il se passe quelque chose d'incroyable. C'est un moment trouble pour la Scala, avec des problèmes politiques entre Berlusconi, Prodi, le ministre de l'époque, Muti, le chef qui a été viré, enfin où il y a eu une sorte de rébellion, il est parti. Et puis le nouveau chef, c'est l'arrivée de Stéphane Lissner, premier Français dans une institution vraiment italienne. Donc il y a tout ça. C'est mon retour après 10 ans à la Scala. Et tout ça fait que j'ai aussi le succès de Mariano qui arrive, donc une sorte de trahison pour le purisme italien de l'opéra. C'est ça, il est sorti de notre... Voilà. Et j'ai même une invitation pour San Remo, juste après cette Aïda. Donc vous êtes attendu au tournant. Donc je suis attendu au tournant et moi je n'ai pas la capacité de supporter cette tension. Donc je commence à chanter. Donc la première s'est bien passée, il n'y a aucun problème. Et puis à la deuxième, je sens qu'il va y avoir quelque chose. Donc on m'appelle au téléphone, on me fait des menaces. Ah oui, c'est assez incroyable parce que du harcèlement psychologique. Oui, c'est pas ça, c'est qu'en réalité on voulait se servir de moi pour descendre Prodi. Parce que dans Aïda, je dis un esercito di Prodi, ça veut dire un régiment de braves, guidé par moi. Et lorsque je devais dire ce récitatif au début de l'ère, quelqu'un aurait crié « Un seul nous suffit, on n'a pas besoin d'un régiment de Prodi ». Voilà, et donc c'était un affront pour lui qui était là à la représentation. Je savais pas tout ça. Et donc on m'a prévenu pour la première. Et moi j'ai changé les mots. J'ai dit « Un esercito di bravi ». Donc ils ne pouvaient pas faire le jeu de mots. Donc à la deuxième, ils m'attendaient, ils m'ont fait comme ça à l'entrée. Et il y a eu comme ça, on précise parce qu'on était à la radio, c'est-à-dire le pouce qui passe sur la gorge, ça veut dire on va t'égorger. Voilà, on va te tuer si tu. Ouais, c'était un truc comme ça. Donc plus personne ne me parlait, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et puis voilà, il s'est passé ce truc-là. Donc moi j'avais prévenu le chef qui était venu me voir, etc. J'ai dit donc, l'histoire de la note qui passe pas, l'histoire. Non, il n'y a pas de note qui passe pas. Vous pouvez le vérifier. Non. D'ailleurs, cet air qui a été sifflé est sur le DVD. Parce qu'ils ont fait un DVD de la première soirée et ils n'ont pas mis l'air du premier puisque j'avais dit des bravi et ils ont mis l'air de la deuxième, celui-ci.
Donc celui qui a créé le scandale est sur le Voilà. DVD. Mais en il réalité, paraît le qu'il y a des gens scandale, qui ont dit- c'était pas pour l'air, c'était plus pour la situation. D'accord. La Il y a des gens musique qui ont dit adoucit les bravo mœurs. quand même. Pardon? Et il paraît qu'au moment de la fameuse note, il y a eu d'abord des bravos. Bah oui. Puis Ah oui, il y a eu quelques des bravos, mais les bouts ont commencé avant de chanter. C'est-à-dire que dès que le rideau s'est ouvert et que je suis arrivé sur scène. Ça n'a rien à voir avec la performance du Ah tout. non, du non, tout, ça n'a du rien tout. à voir avec la performance, puisque C'est sinon on politique l'aurait pas mis et- sur le DVD. C'est ça. Voilà. Et en plus, donc moi je ne pouvais pas. Si j'avais été en pleine forme, honnêtement, j'aurais pu peut-être surmonter ça. Mais moi j'avais un gros problème qu'on a trouvé ensuite un an plus tard. J'avais une kyste, tumeur bénigne dans les cavités sinusiennes qui causait ce dérèglement. Et voilà. Et donc ensuite j'ai été opéré. Il m'a fallu 3 ans pour que la muqueuse se reconstitue. Et aujourd'hui, je suis encore là. Et pourquoi on heureusement, accepte et heureusement qu'il est encore là Oui. avec cet album qui s'appelle La vie, ma vie est un opéra qui sortira la semaine prochaine. C'est Roberto Alagna qui est notre invité dans la bande originale. On est en retard, pardon Daniel Morin. Nagui sur France Inter. Daniel Morin, il est dans votre dictionnaire. Et évidemment, Roberto est dans mon dictionnaire. Roberto Alagna est né un 7 juin comme Prince et Kadhafi. Et Tom Jones. Et Kadhafi et Prince. Cela veut-il dire qu'un jour... Et Dean Martin. Et Dean Martin. Est-ce que ça veut dire qu'un jour Roberto Alagna va chanter Kiss déguisé en bédouin avec dans la main un chèque à l'ordre de l'UMP? Ça me paraît évident. Roberto Alagna est le ténor vivant le plus célèbre du monde. Quand il pousse la note, les murs tremblent d'émotion. Un peu comme Céline Dion qui, moins puissante, ne fait pas bouger les murs, se contente de faire saigner les oreilles. Roberto Alagna est beau, riche et célèbre. Mais pourtant, sa vie bascule le 14 novembre 2014 quand il est invité sur France Inter. Il est accueilli par Nagui qui lui dit « Hé Roberto, c'est mon anniversaire, mais je t'ai préparé une surprise. Je t'offre Leïla Kadour Boudadi, celle qu'on surnomme la Perle X. C'est notre stagiaire, journaliste nymphomane. Elle est pas très fut-fut, mais elle a bossé chez Hot Video, elle s'y connaît. Elle est chaude et piquante comme un panini au chorizo. Leïla, du coup, Ça va se payer, Daniel arrive. Morin, vous savez Leïla ça. arrive et lui susurre à l'oreille du ténor. Oh oui, je suis ton cadeau, Roberto, ton cadeau à toi. Prends-moi, Caruso, chante-moi du Florent Pagny. Fais de mon corps un charnier d'amour. Oh, Toréador, prends garde, une chaudasse te regarde. Vas-y, Roberto, avec toi, j'ai envie d'être sale. Oh, malheureusement pour Leïla, elle est brutalement interrompue par le père Albert qui la pousse violemment dans les escaliers et se jette aux pieds de l'artiste. Moi aussi, je suis sale, Roberto. Je suis même une vraie petite souillon. Ne choisis pas cette femelle gorgée de vices et sûrement pleine de microbes. Vas-y, ténor, fais de moi ce que tu veux. Appelle-moi Carmen, plante-moi les banderilles dans la couenne. Oui, fais-moi couiner comme un goret. Si tu veux, je te chanterai de l'opérette pendant que tu me casseras les côtes. Oh oui, l'amour est un bouquet de violets. Oh, c'est bon. La belle idée que dit que ça déjette des vélos. Oh, plus fort. Mexico, Mexico. Oh, ce que c'est bon. Un jour, la petite guette très pas de malade. Puis le père Albert tombe dans le coma. L'émission se passe très bien. Par la suite, Roberto continue de faire un tabac sur toutes les scènes du monde. Après avoir vendu des millions d'albums de bel canto, après avoir repris les chansons du folklore italien et sicilien, après avoir repris les succès de Luis Mariano. En 2019, c'est le triomphe absolu pour Roberto Alagna qui se fait poser une dent en or et reprend tous les succès des manouches qui chantent dans le métro avec son album Ligne 6. Un album dans lequel on retrouve Joby Joba, La vie en rose, L'île aux enfants et La petite Huguette. Ligne 6 de Roberto Alagna, un album téléchargeable sur ratp.com. Bravo. Merci Daniel Morin, merci Albert Algo. Je n'oublierai jamais Roberto Alagna, vous finissez les phrases comme vous l'entendez. Je n'oublierai jamais dans ma chambre d'enfant. Les posters que j'avais mis d'Elvis Presley. Je n'oublierai jamais mon père qui m'engueulait pour. Il m'a jamais engueulé de ma vie, mon père. Même pas Jamais. rentrer en retard, même pas rentrer Rien. bourré, Même rien. pas. Vous avez l'air déçu, Nagui. Je n'oublierai, oui, parce que c'est bien de temps en temps de se faire engueuler, ça fait du bien, ça remet dans le droit chemin. Je n'oublierai jamais mon premier amour. Oui, parce qu'il est loin. Et, Et je n'oublierai jamais ma peur. ma peur de tout, de perdre ma voix, de ne pas être à la hauteur, de décevoir, voilà, tout ça. Pour l'instant, il ne déçoit pas, il a sa voix et il est à la hauteur. Ma vie est un opéra, c'est Roberto Alagna dans la bande originale sur France Inter à suivre Chris Esquer et toute la bande. Et la bande originale en direct du studio 106 et en public. Et merci d'être là. Et merci d'avoir fait la queue sous la pluie parisienne. Avec Leïla Kadour Boudadi, Noémie Delattre, Albert Algou, Daniel Morin, Richard Lornac, Chris Esquer, bonjour Nagui, et notre invité Roberto Alagna.
Roberto Alagna qui signe cet album, l'album qui sortira lundi seulement, qui s'appelle Ma vie est un opéra, dans lequel il y a Manon Lescaut. Donc, si vous voulez l'entendre fort, achetez-le, vous l'aurez chez vous. Il y a aussi Ça s'écoute fort. Hein. Cabaletta. Bah oui, ça s'écoute fort. Ouais. Oh, punaise, ça file la chair de poule. Il y a la Reine de Saba, dont on a parlé tout à l'heure. De la race humaine. C'est l'orchestre de Londres, hein, ça fait peur. Ah, ou alors Pagliacci, on dit comment? Pagliacci. Pagliacci. Roberto Alagna. Et avant que Chris Esquer ne s'occupe de vous, mon cher Roberto, voici l'humeur de Daniel Morin dans la bande originale. Chers collègues, amateurs avisés de notre invité Bel Canto, cher public qui malheureusement ne montera jamais dans notre belle cantoche, bonjour. La bande originale, la suite. La suite avec Leïla Kadour-Boudadi, Albert Algou et Daniel Morin, toujours Noémie Delattre, Richard Lornac et moi, Chris, votre animateur de complément. On reçoit aujourd'hui Roberto Alagna. Roberto, votre nouvel album, Ma vie est un opéra, retrace à travers les plus beaux airs d'opéra, les grands moments de votre vie. Mais il n'y a pas toujours un air d'opéra correspondant aux grands moments, par exemple l'achat de sa première voiture. Il y a très peu d'opéras qui racontent ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas de voiture. Est-ce que... Il y a des choses, il y a des moments importants de votre vie que vous auriez aimé raconter, mais vous vous êtes dit non, là il n'y a aucune chanson qui peut me permettre de faire le lien. Oui, je reste pudique quand même dans ce que je raconte. Voilà, il y a des trucs qu'on peut pas raconter, même en musique. Ah oui? Ouais. Comme Nagui l'a dit tout à l'heure, vous êtes né avec le cordon autour du cou. Cette tentative de suicide in utero, c'est un appel à l'aide? Oui, peut-être, c'est vrai. Ouais. Mais depuis, je mets même plus de cravate. Ouais. Par superstition. Alors, vous avez votre toute première rencontre avec Luciano Pavarotti. C'est passé au magasin Le Printemps à Paris. Moi, je traîne tous les week-ends aux Galeries Lafayette. Pour l'instant, j'ai pas fait de rencontre. C'est quoi les bonnes heures, les bons rayons? Pas le rayon gaine, j'imagine. C'était bien Le Printemps parce que ça annonçait quelque chose. Ouais. Voilà, les Galeries Lafayette, ça aurait pu être la faillite. C'était pire. Vous pouvez nous raconter rapidement, vous l'avez pas fait tout à l'heure, la première rencontre avec... La première rencontre avec Pavarotti, en fait, j'étais très timide, j'étais comme derrière les barrières, je regardais ce monstre, ce dieu, mi-Bacchus, mi-Poséidon, et puis c'est sa fiancée de l'époque. Je sais pas si on peut le dire, aujourd'hui on peut le dire, ouais. Voilà, qui m'a emmené à lui, et je suis devenu tout rouge, il m'a dit, toi tu es ténor. Il a compris tout de suite, alors que j'avais rien dit, et voilà, et puis il m'a invité. C'était super. Et alors, il vous a écouté quand même? Non. Ouais. C'est ça qui est formidable. Toi, t'es ténor. Ben oui, mais regardez la fille d'Albert, Albertine, je l'ai vue tout à l'heure, j'ai dit, toi tu es mezzo. Et effectivement, elle est mezzo. Ah ouais. Et oui, ça comment on sait à la voix? Attends, mais nous on est quoi? Oui, c'est vrai, j'aimerais bien savoir. Vous seriez une sorte de piccolo. Ouais. Ça doit pas être génial, ça. C'est pas terrible, je crois, piccolo. Attendez, je vous fais toute la gamme. Oh. J'ai un large spectre. Mais Roberto, apparemment, vous avez des dons de médium. Vous pouvez me dire si ma femme va revenir? Pas mal. Mais pour parler de spectre, vous seriez peut-être le fantôme de l'opéra. Ouais. Et est-ce qu'en le fantôme de l'opéré plutôt. C'est une histoire de. Ténor, c'est une histoire de notes. C'est quoi? C'est une mutation. C'est les X-Men. Vous connaissez les X-Men? Mais j'ai pas. Il y en a en plusieurs épisodes. J'en ai vu qu'un. Celui-là, c'est le premier. C'est le départ. Est-ce qu'en travaillant, on peut être ténor ou non? Il y a des impossibilités techniques. Oui. C'est comme si vous vouliez courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Voilà, il y a quelque chose en plus. Ouais. Il faut avoir quelque chose en plus pour pouvoir le faire. Oui, il suffit pas de travailler. Voilà. Okay, d'accord. Roberto Alagna, on est toujours avec vous. Il est l'heure des questions en rafale. Questions courtes, réponses courtes. C'est une séquence redoutée. On commence avec Leïla. Roberto, est-ce qu'il faut être un peu massif, épais pour bien chanter du lyrique? Non, je pense pas, mais c'est bien de l'être. Noémie. Une question peut-être débile. C'est qui perd-il?
Pertillet. C'était une légende dans le chant. C'est un grand ténor et ça a été le professeur de mon professeur. D'accord. Père Albert. Vous perdez réellement 3 à 4 kilos par... Oui, je les récupère tout de suite après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Daniel. Quel est le ténor le plus insupportable? C'est vous. Il est parfait. Vous avez chanté en 2002 la Marseillaise dans l'entre-deux tours. Est-ce que vous seriez prêt à le refaire si Le Pen menaçait de venir au pouvoir? Oui, bien sûr. Je l'ai chanté une fois aussi contre le Front National, oui, c'est vrai. Oui, mais bon, moi je suis un chanteur. En réalité, je fais pas de politique. Je chante quand on me demande de chanter. Non, mais là, vous ne l'avez pas fait parce qu'on vous l'a demandé? Si, on me l'a demandé. Oui, je me suis pas invité tout seul. Non, mais symboliquement, vous auriez pu dire, moi j'ai envie de chanter contre Le Pen. Ça, c'est pas votre engagement. Non, je m'engage pour rien. Moi, vous savez, à part la musique, là, vous savez, on a fait un DVD qui est très important pour moi. C'est contre la peine de mort, justement. C'est l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Voilà, c'est le seul message politique que je pourrais adresser. Moi, je suis quelqu'un, au contraire, pour faire oublier les problèmes de la vie réelle. Ouais. Roberto, vous seriez prêt à rechanter la Marseillaise si François Hollande menaçait de rester? Moi, je chante tout le temps la Marseillaise quand on me demande. Très bien. Vous avez des gris-gris, des superstitions pour combattre le trac, pour vous concentrer? Non, je suis pas superstitieux parce que ça porte malheur. Roberto Alagna, je lis. Chez les Alagna, on chante et on improvise des spectacles tous les dimanches dans le salon. On sort les mandolines, on tape sur les tables. Ils doivent être contents, vos voisins. Oui, c'est vrai, vous croyez pas si bien dire, puisque ma voisine, c'était Sylvie Guilhem. Et quand elle était enfant, elle avait peur, elle passait en courant. Moi, je pensais que c'était parce qu'elle flottait dans les airs comme une danseuse. Et en fait, c'est parce qu'elle avait la pétoche, parce qu'il y avait beaucoup de bruit chez nous. Oui. Leïla, dernière question. La chanson honteuse que vous sifflotez sous la douche. Il n'y a pas de chanson honteuse. Alors, une petite chanson, comme ça, on s'attend pas à ce que Roberto Alagna, il chantonne ça sous la douche. C'est quelque chose comme ça. Bravo, test réussi, Roberto Alagna. Les questions rafales. Il est l'heure. Merci Richard. Je l'interromps avec son... Quand on lui dit pas, la musique peut continuer jusqu'à des fois des 13h, 15h, 16h. Il est l'heure de la chronique média de Noémie Delattre. Roberto Alagna, dans le petit dossier de presse que j'ai lu, il est indiqué « Le talent hors norme de ce gamin surdoué séduit l'exigeant public des nuits parisiennes. » Exigeant, ça dépend à quelle heure. Hein. Oui, c'est vrai. Bon. Leïla ? Oui, je voulais savoir, pourquoi vous prenez autant d'engagement dans une année ? Parce que vous dites qu'il y a du travail jusqu'à dans 5 ans, pourquoi vous faites pas juste 2-3 trucs et basta? Parce que c'est vrai, vous avez raison. Parce que pendant longtemps, j'ai fui un peu la réalité, et je me sentais bien sur scène, et donc j'avais besoin d'être tout le temps sur scène pour fuir cette réalité que je n'aimais pas. Et puis aussi parce que il y a des frais, et puis voilà, j'ai beaucoup de monde autour de moi, et il faut subvenir aux besoins de tout le monde. Toute la famille, c'est ça? Oui, toute la famille, mais moi-même déjà, j'ai besoin d'énormément de choses, parce que pas pour moi, parce que je n'ai pas de voiture. Je vous disais tout à l'heure, ni d'appartement, de maison, rien. Mais bon, j'ai besoin d'une certaine liberté, donc... ça a un coût. Voilà, ça a un coût. Rapidement, pour terminer, Roberto Alagna, côté miel, ça donne quoi? Des astuces pour la voix? Côté miel. Et vous savez, la seule il y a des astuce, choses à ne pas faire, il y a de l'hygiène de la voix. La seule astuce, la seule chose qui marche vraiment, c'est le silence. Se taire. Voilà. Sympa pour moi. Je crois que c'est un message. Fais bien le silence dans ta bouche. C'est vraiment ça, c'est le repos. Citron, miel, tout ça, c'est des conneries. Oui, enfin, c'est des excuses, mais en réalité, le vrai repos, c'est la seule médecine vraiment pour la voix. Très bien, merci Roberto Alagna. Merci. Daniel, il est l'heure, mettons désolé aujourd'hui. Oui, on est désolé pour pas grand-chose, hein. Enfin, quand même. Tout à l'heure, le premier amour de Roberto qui a dû trembler quand elle a entendu notre ténor l'évoquer. Malheureusement, Roberto ne se souvient plus de son nom. Alors maintenant, elle est en train de chialer chez elle. Désolé, Patrick Balkany avec Albert. On a pu laisser croire que Patrick était légèrement voyou. Mais non, pas du tout. Balkany n'est pas un voyou. C'est juste un escroc. Voilà, on est d'accord. Et désolé enfin pour Nagui. J'ai mentionné que c'était son anniversaire tout à l'heure sans lire la petite fiche qu'il m'a demandé de lire au public où il disait « J'ai 30 ans, je suis célibataire, je me sens très très seul et ce soir, pour un peu de chaleur, je suis prêt à mettre jusqu'à 500 €. Voilà. Merci Daniel. Merci beaucoup Roberto Alagna. Merci à vous. Merci beaucoup.